Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour expliquer en fait des concepts d'analyse de risque au sein du SI qui vont pouvoir faciliter peut-être un peu la tâche aux responsables de la sécurité dans leur démarche d'analyse au sein des SI. Je rappelle quand même qu'on est dans le contexte de la sécurité et pouvoir identifier vraiment, pouvoir mettre en place, je vais dire, une stratégie en fait pour identifier les risques et pouvoir les gérer, donc pouvoir mettre en place, mettre en face plutôt des mesures adéquates, c'est d'autant plus intéressant. Et cette démarche est particulièrement nécessaire, je vais dire, parce que toutes les entreprises, tous les organismes n'ont pas les mêmes besoins en termes de sécurité. Ça varie et il faut donc faire un travail d'adaptation par rapport au contexte, par rapport à l'activité, par rapport au domaine. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Je suis Mansu Ololagba, consultant en cybersécurité. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je parlais de processus où je vais juste donner en fait quelques indications pour tout simplement faciliter ce qu'on appelle généralement l'analyse de risque en cybersécurité. Donc, euh, on va se mettre donc dans le contexte où le besoin, c'est justement de pouvoir identifier les différents risques au sein d'un système d'information, pouvoir les répertorier et donc en face prendre les mesures adéquates. Pour faire ça, il y a différentes méthodes qui sont possibles, qui sont utilisables. Moi, personnellement, j'utilise la méthode IBIOS. C'est celle avec, c'est la méthode avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et donc, euh, ce que je vais expliquer s'inspire beaucoup de cette méthode. Il y a la norme ISO 27005 qui n'est pas à confondre avec les méthodes d'analyse de risque parce que la norme évoque vraiment, je vais dire, une démarche universelle d'analyse de risque. Ce n'est pas forcément une méthode à suivre, mais c'est les différentes étapes à peut-être réaliser si on veut donc faire une analyse de risque. Donc, je reviens à mon cas d'une entreprise, par exemple, qui gère des clients qui ont des données personnelles, par exemple, hébergées sur le serveur. Je prends justement ce cas typique. Euh, la première phase, justement, dans la démarche, justement, d'analyse de risque serait donc de pouvoir identifier les missions. Voilà, tout simplement, identifier en fait, il y a une phase de contexte dans laquelle il y a donc l'identification des missions et ce qu'on appelle valeurs métiers du SI. Les valeurs métiers ne sont autres que les informations qui sont essentielles à l'activité ou aux missions de l'entreprise ou les processus qui sont essentiels, qui doivent forcément être disponibles donc, pour l'activité de l'entreprise. Donc, dans cette première phase, on va commencer par, généralement, c'est une discussion entre les métiers, c'est une discussion entre le directeur général, des gens qui connaissent vraiment l'orientation, le domaine, le contexte donc, de l'entreprise, l'activité vraiment de l'entreprise. Donc, ensemble, il y aura une énumération donc, des missions de l'entreprise. Voilà, nous sommes une entreprise, nous gérons par exemple nous vendons par exemple des biens et pour ça, il faut qu'on réussisse. Notre mission, c'est par exemple de garantir à nos clients qu'ils aient par exemple je sais pas, leurs chaussures ou bien de garantir aux clients que nous leur offrons tel bien ou tel service. Voilà, je prends juste un exemple comme ça.
Donc, les missions, voilà, il s'agit vraiment d'énumérer les missions. Notre première mission, par exemple, c'est de pouvoir vendre, ou bien de pouvoir, oui, je peux dire ça, de pouvoir garantir à nos clients qu'à n'importe quelle heure ils viennent sur notre plateforme, ils ont donc, euh, ils peuvent donc acheter en fait tel service, ils peuvent consulter telle information, voilà, ou ils peuvent nous appeler sur tel numéro, et puis voilà, c'est ça notre mission, c'est de vendre, notre mission, c'est de donner tel service, notre mission, c'est d'assister telle catégorie de population. Voilà, les missions sont énumérées. L'autre chose à faire juste après ça, c'est donc de pouvoir euh, tirer de chacune de ces missions quelles sont les valeurs métiers finalement. Euh, les, et comme je l'expliquais, une valeur métier, ça serait, ça serait donc une information ou un processus. Donc quand on prend par exemple euh, la mission ou l'activité garantit l'achat de biens sur la plateforme, par exemple, if, quelles informations sont essentielles, sont primordiales dedans. Là, on a automatiquement les informations du client, par exemple, qui veut acheter le service ou le client qui veut commander telle chose. Ça, c'est une valeur métier. En même temps, on a quoi? On a le processus d'achat peut-être qui a aussi une valeur métier parce que sans le processus d'achat garanti en place, de toute façon, la mission ne sera pas atteinte. Donc voilà, de chaque mission, on va essayer d'énumérer tout ce qui est processus et information essentielles. Une fois que ça, c'est énuméré, ce qu'on peut faire aussi pour aller un peu plus loin, c'est de pouvoir aussi énumérer les ressources physiques, enfin pas forcément physiques, mais ressources, tu vas dire physiques ou logicielles, qui supportent donc ces valeurs métiers. Donc généralement, on les appelle les biens supports. Donc je vais dire une information d'un client par exemple va être stockée sur un serveur. Et c'est ce serveur-là qui sera à accéder pour avoir les informations et ainsi de suite. Donc, on peut aussi aller un peu plus loin, mais généralement, ça, c'est au cours d'une autre réunion qu'on fera, par exemple, avec la DSI. Et eux, ils vont nous permettre donc d'identifier les différents supports ou des applications qui sont donc utilisées pour manipuler les informations ou pour garantir donc que le processus en place serait donc disponible, voilà, tout simplement. Donc une fois que cette énumération est faite, on est plutôt pas mal. On commence déjà à voir vraiment ce qui est important pour l'entreprise en termes de valeur métier, en termes d'information. Voilà. L'autre étape sera donc d'énumérer, de pouvoir énumérer ce qu'on appelle les besoins de sécurité. Parce que pour chacune des valeurs métiers, les besoins de sécurité ne sont pas les mêmes. Et ces besoins-là s'identifient par les facteurs de sécurité qui sont la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité et la preuve. Donc l'idée, c'est de dire, pour le processus A, par exemple, j'ai vraiment besoin que ce soit confidentiel. Il y a un niveau de confidentialité qu'il faut respecter, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas connaître, par exemple, le processus, le processus. Je vais même prendre l'information parce que ça, c'est plus adapté. Quand on parle de confidentialité, les données des clients, par exemple, il faut forcément un besoin de confidentialité de ces données. N'importe qui ne peut pas avoir un employé de la société ne peut pas forcément avoir directement accès aux données clients, par exemple. Vous voyez? Et c'est de la même manière que en termes d'intégrité, on peut avoir aussi des données qui
ne nécessitent pas forcément d'être maintenues intègres parce que ce sont peut-être des données qu'on peut actualiser à tout moment, qu'on peut, même si c'est pas forcément, le besoin d'intégrité n'est pas forcément fort, mais il y a d'autres données où il faut forcément que, ben, il ne peut pas, quand je vais dans le domaine de la santé, par exemple, il y a des données, il faut que ce soit intègre, il faut qu'on garantisse l'intégrité, en fait, de ces données. Donc, l'idée, c'est de pouvoir évaluer, donc, par rapport à ces différentes valeurs métiers qu'on a, c'est quoi le besoin de confidentialité? Généralement, ça peut se décliner sur une échelle de 1 à 4, par exemple, pour et pour dire que il n'y a vraiment pas besoin de confidentialité spéciale, et 4 pour dire que vraiment il y a vraiment besoin d'un niveau de confidentialité fort. Les gens qui peuvent accéder à ces données-là sont bien identifiés. Voilà, quelque chose comme ça. Idem pour le facteur intégrité, idem pour le facteur de disponibilité. Mais au niveau de la disponibilité, nous avons, euh, nous avons généralement, en fait, un souci parce que on dit oui, telle ressource ou bien telle information doit être disponible. C'est un peu facile de dire oui, c'est disponible, non, ça ne doit pas être disponible, oui, ça doit être disponible parce que ben, finalement aussi, notre activité n'a pas besoin en fait de cette donnée-là, elle n'existera pas. Donc, à un moment donné, on a forcément besoin de ça. Mais ce qui est important dans le facteur disponibilité, c'est pouvoir définir le délai maximum euh, de d'indisponibilité plutôt qu'on autorise. Vous voyez, donc ça voudrait dire que si on veut que la donnée soit disponible, ok, mais est-ce que si la donnée est indisponible pendant une demi-journée, est-ce qu'il y a un impact sur l'activité au métier de répondre? Si la donnée est indisponible pendant une heure, est-ce qu'il y a un impact sur l'activité au métier de répondre? Si cette même donnée n'est pas disponible pendant une journée ou 2 journées, est-ce que ça va impacter la... Donc, finalement, c'est ça qu'on définit et on sait exactement en termes de disponibilité, quel est le seuil qu'on peut se tolérer. Et ça aide beaucoup après quand on fait des plans de continuité, des plans de reprise. Ça permet en fait exactement de pouvoir calculer ce qu'on appelle le RPO, le RTO. Donc voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir donc faire ce petit brainstorming, cette petite analyse au niveau de la disponibilité. Donc après, il y a aussi la traçabilité. La traçabilité qui est aussi importante, effectivement, pouvoir définir les besoins de traçabilité. En fait, ces besoins sont aussi parfois étroitement liés au, au socle réglementaire. Vous voyez, il y a des réglementations, il y a des normes qui exigent, par exemple, que ben, toutes les activités dans le cadre de tel ou tel contexte soient tracées. Donc, il faut des besoins de traçabilité. Donc, généralement, c'est dans ce contexte-là pour qu'on puisse tout simplement savoir qui a fait quoi, quand, voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Généralement, c'est par rapport à ça. Et si il y a une information qui est importante, par exemple, je sais pas, une donnée financière, par exemple, il faut forcément qu'on ait une traçabilité par rapport à ça. Quand je prends le processus, je sais pas, un processus d'achat, par exemple, on peut dire que ben, l'intégrité, c'est important parce qu'il faut qu'on sache exactement qui a acheté quoi, vers qui. Voilà. Si on modifie cette donnée-là et puis on ne sait plus qui a acheté quoi, ben, c'est un peu compliqué. Le besoin de traçabilité est aussi important parce que s'il y a des problèmes, on peut sortir la preuve pour dire, voilà, madame, vous avez vraiment acheté telle chose à tel moment, tout ça. Donc, le besoin de traçabilité, c'est important. Euh, ça peut être défini comme important. On a le besoin de disponibilité. Est-ce que le processus justement d'achat là doit être disponible? Oui, parce que finalement, c'est ça qui fait le business de l'entreprise aussi. Et là, on en vient au besoin de confidentialité. Est-ce qu'il y a un haut niveau de confidentialité, par exemple, par rapport à ce processus?
Pas forcément, par exemple, parce que ce processus-là, exactement, tout le monde peut savoir en fait que voilà, euh, euh, voilà les différentes étapes en fait de l'achat de quelque chose. Voilà. Donc, par rapport à ce processus, il n'y a pas forcément besoin de confidentialité, mais peut-être par rapport aux données qui sont entrées en fait par l'utilisateur, voilà, là, il y a le besoin de confidentialité. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à un peu définir donc, ces différents besoins de sécurité. Et puis, voilà, généralement, quand on arrive à faire ça, c'est que on est déjà plutôt pas mal. L'autre étape va consister à là, aller un peu plus maintenant dans la partie risque, dans la partie, voilà, on commence à réfléchir un peu à la sécurité et on qualifie, on commence à définir plus concrètement ce qu'on appelle les événements redoutés. C'est encore un terme issu de IBIOS qui désigne tout simplement un événement qui peut arriver en fait euh, au niveau du SI qui est indésirable bien sûr. On ne veut pas que ça arrive, mais qui pourrait arriver et qui aura potentiellement des impacts généralement négatifs sur l'activité, sur le SI. En termes donc d'événements redoutés, généralement, on est sur des événements qui vont être de la perte d'informations, de la perte de données. On peut être sur des événements redoutés qui vont être sur de la fuite de données aussi ou de la modification justement de ces données. On peut être sur des événements redoutés qui sont liés à l'indisponibilité d'un système ou l'indisponibilité d'une donnée. Mais aussi, on peut être sur un événement redouté qui peut être par exemple une usurpation d'identité. Voilà, quelque chose qu'on ne voudrait pas, que l'identité de quelqu'un soit usurpée. Donc ça dépendra justement de l'activité euh, de, de l'entité étudiée. Ensuite, une fois que ces événements redoutés ont été identifiés, ah, on passe effectivement sur chaque valeur métier, hein. Sur la liste des valeurs métiers, on peut dire ça, il y a tel événement redouté qu'on peut identifier, il y a tel événement redouté, il y a tel événement redouté qui peut arriver. Pour chaque événement redouté, il faut donc identifier l'impact de ces événements redoutés-là. Donc, c'est là où on regarde en termes d'impact. On a donc des impacts financiers, les impacts peuvent être opérationnels, on n'arrive plus à faire tourner l'industrie. Les impacts peuvent être de l'image aussi, donc ça peut être une mauvaise réputation, voilà, on n'a plus confiance en vous. Les impacts peuvent être aussi d'ordre juridique, je crois aussi. Donc, vous pouvez être poursuivi, ainsi de suite. Voilà. Généralement, on est sur ces quatre types d'impacts voilà, qui peuvent être différents concrètement selon voilà, chaque entreprise. Donc, une fois que ce travail d'impact a été défini, on peut étroitement dégager le niveau de gravité de l'événement redouté. Parce que s'il y a un événement redouté qui a pour impact, par exemple, je sais pas, une perte financière, et cette perte financière représente, je sais pas, 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise, ben, on peut dire que ben, l'événement redouté, là, c'est quand même quelque chose de grave. Mais dans le même temps, si on évalue en fait les impacts et on voit que bon, ouais, il peut avoir un impact financier, mais bon, c'est juste moins de 0,5% de ce qu'on va faire du chiffre d'affaires. Voilà, ça peut être considéré comme négligeable, pas comme, je ne fais pas dire négligeable, mais pas grave, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir une échelle de gravité, finalement, sur les différents événements redoutés qu'on a identifiés. Et là, on aurait vraiment établi le socle et terminé avec toute la partie contexte.
Ensuite, il y a la phase où on va s'intéresser plus maintenant au scénario. Les scénarios donc, qui sont inspirés bien sûr par les événements redoutés qu'on aurait énumérés plus tôt. Donc dans un scénario, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à identifier une source de menace. On cherche à identifier une source de menace. On cherche à identifier euh, la ressource, c'est-à-dire la valeur métier qu'elle vise dans son attaque. On cherche à identifier donc le moyen, le vecteur d'attaque finalement qu'il va utiliser pour pouvoir parvenir à ses fins. Et c'est ça qui fera donc, qui va définir un scénario d'attaque. Si je reviens toujours à de, mon exemple de données à caractère personnel, un scénario peut être un attaquant qui a une source de menace qui va passer par le vecteur d'attaque du phishing, par exemple, pour pouvoir récupérer des données de session, par exemple, d'un utilisateur dans son login mot de passe. Et ça, c'est le moyen qu'il utilise. Et derrière, il va pouvoir accéder à quoi? Sa donnée personnelle. Donc, une fois qu'il va se connecter avec ses identifiants, il pourra donc télécharger des données qui sont par rapport à lui, ou je sais pas, récupérer quand même des données à caractère personnel sur un système, par exemple. Voilà, c'est un exemple simple. Et résultat, c'est quoi? On tombe dans l'événement redouté, fuite de données, par exemple, parce qu'il y a eu un attaquant qui a récupéré, qui a réussi à récupérer des informations qu'il n'est pas supposé avoir. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on appellera un scénario de risque. Et donc, c'est ce travail-là qu'on fera donc chacune des, pour chacune des, ou chacun je veux dire, c'est ce travail donc qu'on fera pour chaque valeur, pour chaque événement redouté, essayer d'identifier les différents scénarios possibles. Parce que là, j'ai donné l'exemple du phishing, donc l'attaquant qui utilise un vecteur phishing pour pouvoir pour pouvoir récupérer donc euh, les informations, donc la fuite de données. On peut être aussi sur l'événement redouté qui est la perte de données. Et là, c'est peut-être un attaquant qui va utiliser un ransomware pour euh, euh, pour pouvoir chiffrer toutes les données de l'entreprise. Et là, ils n'ont plus de données carrément. Et ça encore, c'est un deuxième scénario d'attaque. Donc, c'est comme ça qu'on va passer sur les différents événements redoutés qu'on a identifiés et euh, pouvoir donc leur associer des scénarios d'attaque. Voilà, des scénarios d'attaque. Et une fois qu'on aura fait ça, on serait plutôt bien parce qu'on aura les différents scénarios qui vont donc entraîner les différents événements redoutés. Et donc, une fois que ce travail est fait, l'autre travail pour pouvoir finir, c'est qu'on va aussi essayer d'évaluer la probabilité d'occurrence. C'est ça qu'on appelle, c'est en fait tout simplement euh, la, la probabilité tout simplement que ce scénario-là puisse arriver. Voilà. Et on peut se baser sur différents facteurs, on peut se baser sur les antécédents de l'entreprise, on peut se baser sur ce qui se passe actuellement, on peut récupérer des statistiques qui sont par rapport au domaine d'activité de l'entreprise. Généralement, on peut récupérer même pas mal de stats sur le site cybermalveillance.fr. On a par exemple des statistiques qui sont publiées, des rapports qui sont publiés où on va dire que 30% des collectivités, par exemple, sont victimes d'attaques par ransomware. Donc, pendant que 90% des centres hospitaliers sont victimes d'attaques par phishing. Voilà. Donc, ces statistiques-là permettront plus ou moins de pouvoir évaluer la probabilité que un événement comme ça se produise
au sein du SI, de l'entité analysée. Donc voilà comment on peut réussir aussi, on peut se faire une échelle de 1 à 4 et dire voilà, 4 c'est vraiment une probabilité, c'est vraiment très, très probable, donc la probabilité est supérieure à 80% par exemple. Et du 1, c'est que c'est inférieur à 10% par exemple. Voilà. Donc, dépendamment des statistiques, de ce qui est déjà arrivé une fois dans l'entreprise, on peut arriver donc à ça. Donc, une fois que nous avons fait ce travail, ça nous permettra donc de pouvoir dans la suite énumérer les risques. Parce que clairement, un risque sera donc la menace qui va pouvoir exploiter une vulnérabilité ou bien une faille en utilisant un vecteur d'attaque et va pouvoir causer du tort, attaquer ou bien atteindre en fait une ressource, donc une valeur métier, voilà, qui est finalement importante pour l'entreprise, mais qui va cette action n'est pas forcément un avantage de l'entreprise, c'est pour causer du tort, donc c'est pour causer un événement redouté après. Donc c'est clairement ça qui va nous permettre après de pouvoir lister en fait les différents risques qui seront donc l'association des événements redoutés là et les différents scénarios de menaces qu'on avait donc trouvés. Et là, en même temps, ça nous permet de pouvoir évaluer en fait, en un premier temps, ces risques parce qu'on a la gravité des risques et on a la probabilité d'occurrence des scénarios de l'autre côté. Ça va nous permettre donc de pouvoir estimer, donc estimer en fait, évaluer en fait ces risques-là. Et on a aussi la définition d'une grille d'évaluation des risques en fonction de la probabilité et de la gravité. Donc ça, on obtient une petite cartographie qui est plutôt intéressante avec les différents risques placés. Et généralement, quand on voit un risque de probabilité élevée et d'impact élevé, ce sont des risques qu'il faut prendre en compte de manière quasi automatique. Et les autres risques, ce sont des risques voilà, qu'on peut peut-être essayer de surveiller ou quand même, en tout cas, c'est pas forcément la priorité, mais on voit clairement en fait quels risques il faut prioriser et où est-ce qu'il y a les mesures importantes à renforcer, à mettre en place. Parce que par rapport à ça, on regarde aussi par rapport à ces risques-là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en place? Si on a identifié un risque, un fort risque au niveau de la fuite de données par du phishing par exemple, on se dit, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça pour pouvoir éviter que ben, un utilisateur se fasse ficher. Voilà. Donc, là, par exemple, en face, il peut avoir des stratégies de renforcement de l'authentification avec du multifacteur, le renforcement de la politique de mot de passe en face. Tout ça pour éviter justement qu'un attaquant ne puisse usurper, donc récupérer le compte et pouvoir utiliser le compte d'un utilisateur pour pouvoir récupérer donc des informations auxquelles il n'a pas forcément droit. Donc voilà un peu comment on arrive donc à définir, à avoir donc une matrice de risque avec une matrice de risque qualifiée qui nous permettra donc d'améliorer notre posture de sécurité au sein du SI. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que ça a été compris. Pour ceux qui ont des remarques ou d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire parvenir et puis j'essaierai quand même de répondre au mieux. Merci à tous et puis très bonne journée à vous.